Alors donc, l'histoire secrète du Pérou, deuxième partie. On va voir dans cette partie spécialement la civilisation inca. Et puis après, on fera un bilan sur l'ensemble de la conférence, hein, pour voir ce qu'on peut en retirer pour nous aujourd'hui, hein. Donc bien sûr, c'est très connu la civilisation inca. Ce qui surprend, c'est qu'en fait, elle a duré très peu de temps. Elle a duré en gros un siècle et demi. Par rapport, hein, à toutes les civilisations dites pré-incaïques dont on vient de parler, qui ont des siècles et des milliers d'années pour certaines, hein. Alors, la civilisation inca, eh bien, va se situer surtout dans cette partie ici. On va retrouver Cusco, capitale de l'Empire inca, bien sûr, pas du tout la capitale d'aujourd'hui qui est Lima, et puis le Machu Picchu qui est ici, en gros, cette région ici, hein. Mais vous verrez qu'il y a un rapport quand même avec Tiahuanaco, hein. Donc on va voir un petit peu comment ces Incas ont émergé et qui ont fait qu'ils sont arrivés sur la scène de l'histoire. Et bien sûr, c'est eux qui sont connus, puisque ce sont eux qui subissent l'invasion espagnole et qui disparaissent, bien entendu, par la même occasion. Alors, on a vu dans la première partie la légende de Viracocha. Eh bien, les Incas vont se rattacher à cette légende, même s'ils arrivent bien plus tard. Alors déjà dans le vocabulaire, il y a toujours un problème de vocabulaire. C'est qu'au début, le terme l'Inca, ça correspond à l'empereur, c'est-à-dire c'est le maître suprême, c'est l'Inca. Donc il n'y avait pas les Incas comme si c'était tout un peuple entier, 2 millions de personnes. Quand nous on dit les Incas, on a l'impression que c'est une population comme on dit les Français, les Italiens. Mais en fait, au début, l'Inca et les Incas, c'était une caste aristocratique, un grand chef, l'empereur, à des empereurs quasiment, hein. Sauf que pour se faire bien voir, ces Incas qui vont vouloir unifier tout le pays, vous avez vu sur la carte, puisqu'ils vont s'étendre sur les 4-5 pays alentours. À l'époque, ils n'existaient pas, hein. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un pays qui s'appelait Bolivie, un pays qui s'appelait Équateur, c'était l'Amérique du Sud, il n'y avait pas ces frontières, rien du tout ça. C'est dire pour subjuguer les populations locales qu'on va soumettre, et il faut qu'on ait un ancêtre extraordinaire et on va se rattacher à Viracocha. Donc on va reprendre l'histoire de Tianaco et on va reprendre l'histoire de Viracocha, hein. Donc la légende de l'Inca, c'est quoi? Ben, c'est au cœur du lac Titicaca, sur l'île du Soleil. Donc sur ce lac, hein, on a vu tout à l'heure sur la carte, eh bien, il y a des îles, dont une île du Soleil, une île de la Lune. Que Manco Capac, c'est en gros le fondateur, hein, de la dynastie Inca, et sa sœur épouse, qui s'appelle Mama Oclo, partirent pour répandre et enseigner de sages manières aux Indiens retombés dans la confusion. On suppose qu'ils sont retombés dans la confusion après le fameux déluge dont on a parlé avec le lama qui parle là, hein. Tous deux se dirent mandatés par l'astre père et par lui chargés de dicter préceptes et lois pour les gouverner et de les fournir en tout et secourir. Manco apprendra aux hommes à s'organiser et à travailler la terre. Oclo, donc c'est sa sœur épouse, initiera les femmes aux arts domestiques. On remarque d'ailleurs au passage que les femmes font toujours les arts domestiques, hein, c'est-à-dire que le tissage, l'organisation de la maison, le ravitaillement, la cuisine, etc. etc., hein. Ils les endoctrinèrent dans le culte d'Inti. Inti, c'est le dieu soleil. Dans ce but, l'astropère a pourvu Manco du Tupayuri, un bâton d'or magique qui s'enfoncera dans le sol lorsqu'il atteindra la terre promise, c'est-à-dire l'endroit où ils devront fonder la capitale d'un futur grandiose empire. Manco et Oclo quittèrent l'île à bord d'une balsa de Tortora. Le balsa de Tortora, c'est les barques en roseau liées, hein, qui sont très célèbres, hein, sur les plans d'eau au Pérou. Ils s'entraînèrent dans l'aventure, leurs frères et sœurs. Donc ils ont 3 frères et 3 épouses, ce qui fait 6 personnes. Donc ils sont 8 en tout.
Les ayars, ça veut dire les frères, emportèrent de quoi survivre. Une graminée, la quinoa, une tubercule, la papa, qu'on appelle la papa, c'est la pomme de terre que nous on connaît. Le charqui qui est de la viande boucanée, parce que quand ils vont quitter donc cet altiplano là de Tiwanaku, ils vont descendre dans les vallées et se répandre dans d'autres régions. On ne sait pas trop la raison, soit il n'y a plus moyen d'y vivre, c'est trop sec, trop froid. Enfin, il y a une raison qui font qu'ils quittent les lieux pour aller ailleurs. Hein. Dans le battement des tambours et le ululement des kénas de bambou, la cohorte s'engage à la recherche du nombril de la terre qui désignera que désignera la baguette magique de Manco. Cela aura lieu bien des années plus tard. Hein. Donc en gros, on va raconter l'origine de ce peuple inca, ou des Incas proprement dit, à partir du Nil, donc du lac du Titicaca. On repart donc aux origines, parce que tout serait parti de ce lieu. Et puis on va se diriger vers un endroit avec un bâton magique en or qui est remis donc par la divinité. L'astropère, c'est le soleil. Et donc ce Manco Capac va, à certains endroits quand il va passer, lancer le bâton. Et selon la façon dont il retombe, eh bien, on sait si c'est l'endroit où on va s'installer ou pas s'installer. En attendant qu'on ne s'installe pas, on est en errance. Donc on fait les nomades, on avance, on attend l'endroit propice, on repart, on fait quelques mètres. C'est une tribu nomade, hein, parce qu'une fois qu'on a quitté le lac, après, on est à pied sur les chemins de montagne. Et alors ce bâton, quand on le lance, s'il tombe à plat sur le sol, ça ne fonctionne pas. S'il tombe sur un rocher, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il se plante. Donc on le lance sur une colline, bon, il faut qu'il tombe, clac, il se plante dans le sol comme un plantoir. Alors, il y a même d'autres versions de la légende où on dit que le sol absorbe le bâton, c'est le lieu sacré où on doit construire une ville. Hein. Donc on voit bien à la fin, hein, la terre promise sera ce lieu, et ce lieu sera Cusco, capitale des Incas. Alors, on suppose qu'ils n'ont pas fondé Cusco, il y avait déjà des implantations, déjà des monuments, mais ils vont arriver là, ils vont occuper les lieux, ça va devenir le centre de leur empire, et à partir de là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont conquérir tout le reste. Donc, vous voyez, ils partent d'ici, une île du lac, ils font tout ça, sur la route, arrivent à Cusco, et puis, conquête de tout. Hein. Donc en fait, il ne s'impose pas facilement. Il faut savoir qu'il y a eu des résistances. Le principal empire qui a résisté, c'est l'empire Chan-Chan, l'empire des Chimous ici. L'empire des Chimous, c'était le grand empire de la côte. Et les Incas, en gros, c'est le grand empire des montagnes. À un moment, les deux grands empires s'affrontent et dans les batailles, eh bien, c'est les Incas qui gagnent. Et fort de leur succès, ils se répandent un peu partout et au maximum de leur empire. Mais alors c'est très curieux, quelques dizaines d'années avant que les Espagnols arrivent, ils avaient donc occupé tout ça. Avec donc des routes, ce que vous voyez en noir ici, c'est toutes les routes, certaines allaient jusqu'au Chili aujourd'hui, certaines jusqu'au Potosi ici. Alors il y a deux routes parallèles, une qui passe dans les montagnes et une qui passe tout le long de la côte en circuit parallèle à un certain moment. Alors c'est aussi le réseau routier Inca qu'on appelle la piste de l'Inca. Il y en a même une ici en Bolivie, c'est hallucinant. Hein. C'est empiré, mais c'est dans les montagnes. Ça passe l'école. Bon, c'est hallucinant. Donc on voit bien le mythe d'origine se rattacher à Viracocha, se rattacher à Tiwanaku, hein, avec la légende de 8 personnes. Donc, alors attention, c'est 8 personnes plus leurs serviteurs, leurs guerriers, leurs gardes, etc. Enfin, 8 chefs de la même famille, c'est 4 frères et sœurs. 8, c'est le nombre de la résurrection. Donc, on peut dire on va lancer une civilisation nouvelle après une catastrophe de l'âge précédent, hein, bien entendu. Et donc, on va constituer un empire immense. Hein. Et c'est le cas, parce que je vous ai dit au début, 3 fois et demi la France dans son maximum d'extension. Alors, quel type de société ils vont instaurer? Eh bien, il faut malheureusement le dire, même si le mot ne correspond pas à l'époque, c'est un anachronisme, mais un empire totalitaire. C'est-à-dire, pour administrer, vu les lieux, un empire pareil, il y a des gouverneurs, c'est des chefs militaires, ils obéissent au doigt à l'œil à l'empereur,
le premier qui bronche est exécuté, hein, bien entendu, parce qu'il faut tenir l'Empire. Et ces tribus qui ont été conquises d'un peu partout, y compris l'Empire Chimou, qui était quand même très brillant et très développé, a passé une alliance d'allégeance, on peut dire, mais dès qu'on peut se révolter, hein, on ne rate pas l'occasion. Donc il y a toujours des tribus à mater quelque part. Alors c'est sanglant, hein, c'est au niveau des règlements de compte entre tribus. Hein. Et donc quand il y aura le dernier empereur qui s'appelle Atahualpa, il dira aux Espagnols personne ne peut rien faire dans l'Empire sans mon autorisation, même si elle est à 1000 km de où je suis. C'est-à-dire qu'en gros, quelqu'un qui veut faire quelque chose, il demande l'autorisation de l'empereur. Il y a des courriers qui partent, hein, il faut toutes les routes, l'empereur a dit que le type, à 1000 km, il applique. Il ne fait rien de sa propre initiative. Les Espagnols vont s'en apercevoir. Quand ils vont dire ça, on va dire, dites à votre peuple telle chose, surtout à genoux, ils obéissent. Donc ils vont réussir à le manipuler plus ou moins pour avoir la soumission totale de la population. Jusqu'au jour où il sera tué, après ils vont être libérés de tout serment. Et donc forcément il y aura là des révoltes. Quoi. Donc c'est un empire en fait tout puissant, très dur, parce que la justice est quelque peu expéditive, c'est sauvage, hein, très très administrée, hein, parce que il y a des gouverneurs, des sous-gouverneurs, ceci, des courriers, etc. C'est très, 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 très organisé. Hein. Et donc, on voit bien que par rapport aux tribus précédentes, on dirait plus ou moins un bon enfant, plus ou moins vivant au jour le jour. Là, on a un empire structuré. Quoi. Donc, quand on arrive à la fin de l'histoire de cette Amérique du Sud, on est dans la structure absolue, si on ne peut pas parler de ça comme ça. Quoi. Alors, quelles sont les croyances? Alors, on a vu dans le mythe de fondation qu'il y a de nouvelles croyances, parce que si on fait référence au dieu d'origine de Tiwanaku, qui est Viracocha, c'est plus Viracocha, le dieu suprême, c'est Inti, le dieu soleil. Et ça, on voit bien qu'il y a une sorte de décadence. Au lieu d'avoir le dieu créateur absolu qui a créé des milliards de galaxies, l'homme, les végétaux et tout ça, on a le soleil, c'est-à-dire l'astre apparent et lumineux, bien sûr masculin. Donc on est dans une civilisation guerrière, les Incas c'est une civilisation guerrière. Hein. Donc on a dans la transposition de divinité, on a déjà une indication de quelque chose qui serait, pour les initiés, une décadence. Eux ils s'en aperçoivent fort. Hein. Alors qu'est-ce qui est très important dans leur système, c'est bien sûr les croyances. Donc il y a les croyances en Dieu soleil, c'est un polythéisme. Hein. On croit à la déesse lune, on croit à des dieux de toute nature et de toutes sortes. Hein. Donc il y a un dieu soleil, Inti, qui est primordial, prépondérant, mais il y a d'autres divinités, hein. Ce n'est pas un monothéisme. Hein. Alors, qu'est-ce qui fait la caractéristique de ce peuple par rapport à tous les autres? C'est les croyances astrales. Alors, on a vu que pour les autres populations, il y avait toujours des références aux astres, toujours des postes d'observation astronomique, etc. Mais là, avec Machu Picchu, qu'on a vu tout à l'heure, là, c'est l'observation du soleil, proprement dit. Alors, qu'est-ce qu'il prouve? Eh bien, c'est l'orientation des monuments. C'est-à-dire quand on fait des monuments, ils sont toujours orientés par rapport au lever du soleil, au coucher du soleil, etc., aux points cardinaux, aux étoiles, hein, et tout ce qui s'ensuit. Et donc, on a une religion qui pourrait être appelée astrale. Hein. Et on a vu dans l'histoire du lama qui parle, de dire, nous, on a découvert un petit peu, alors c'est antérieur aux Incas, ce n'est pas les Incas qui ont inventé ce système, ils l'ont peut-être perfectionné en ayant plus de moyens d'observation, parce que le mythe du lama qui parle est antérieur aux Incas. Mais en gros, c'est de dire on observe les constellations. On ne se contente pas, comme chez nous, de s'occuper du Soleil et de la Lune, mais des planètes, mais des étoiles et de certaines constellations dont nous, on n'aurait pas idée. Par exemple, il y a beaucoup de références aux Pléiades. Beaucoup de références à la constellation du Scorpion, beaucoup de références à Orion ou autre. Hein. Alors, c'est les Pléiades qui ont interpellé les spécialistes des choses astronomiques. Quoi. En particulier, quelquefois, c'est des astronomes.
Elles se sont dit, mais qu'est-ce qui peut bien se passer avec les Pléiades pour que c'est une telle importance pour ces peuples-là. D'abord, elles se voient beaucoup mieux quand on est dans l'hémisphère sud que dans l'hémisphère nord. Nous, on voit bien la grande ours, ces petits tours, ces trucs comme ça, mais quand vous êtes au niveau du 14e, 15e parallèle, ce n'est pas les mêmes constellations que vous voyez. Vous voyez la Croix du Sud, vous voyez la Croix du Calvaire, vous voyez les Pléiades, vous voyez d'autres constellations. Et donc, toujours, il y a l'idée de ce qu'on appelle le lever héliaque des Pléiades. C'est-à-dire qu'en gros, les Pléiades peuvent apparaître juste un peu avant le Soleil. Alors, c'est très curieux dans le ciel, hein, je vous passe les détails techniques, c'est de l'astronomie, mais à un moment, on ne voit pas les Pléiades. En gros, les Pléiades sont trop proches du Soleil pour être vues, parce que à l'aube, la lumière du Soleil fait qu'on ne les voit pas, mais comme le Soleil se déplace par rapport... Le Soleil ne se déplace pas, mais avec la Terre qui bouge par rapport aux constellations du zodiaque, ça bouge. Et à un moment, soudain, on aperçoit les Pléiades un peu avant le lever du Soleil. Après, il fait jour, bien sûr, on ne voit plus les étoiles. Et donc, on avait un point de repère très, très précis. Et alors, ces observatoires astronomiques qu'on a vus tout à l'heure servaient à calculer, et en général quelques jours à l'avance, quand les Pléiades sont vues avant le lever du Soleil. Tel jour à tel jour. Bon, ce qui était très, très curieux. Bien entendu, alors ils ont fait des pointages, d'où ces pierres pour dire, là, je vois la constellation, paf, ça se lève tel jour, bon, patati patata. Un point de repère vraiment purement un physique, un pilier, quoi, une colonne. Alors bien sûr, ils tomberaient sous le sens de dire, mais à quoi ça peut bien servir? Bon, on se dit, mais alors les peuples anciens, alors les Ziggourats, la Mésopotamie, les Égyptiens, ils étaient toujours, alors, on sait que les 3 pyramides représentent les 3 étoiles de la constellation d'Orion au sol. On se dit, bon, mais pourquoi ils faisaient ça? Bon, alors on peut dire pour capter l'énergie des constellations en question en faisant une sorte de captage. Ensuite, pour se repérer dans le temps, c'est-à-dire comme tout tourne, le Soleil, les étoiles, etc., par rapport à la galaxie, tout le système solaire se déplace. On est à un moment par rapport à telle constellation, après telle autre, après ceci, après cela. Et on peut se dire, tiens, on a des points de repère. Et à certaines époques, c'est le même point de repère qui vient. C'est-à-dire, à telle époque de l'année, où tous les 1000 ans, tous les 2000 ans, paf, quelle est la constellation qu'on a sous le nez? C'est une telle. Et on peut faire, j'allais dire, des repérages dans le temps. Si à un moment où il s'est passé quelque chose sous un tel ciel, par exemple un déluge, on se dit c'était quand le soleil était par rapport à telle constellation dans le ciel. Quand le même ciel va se reproduire, puisque tout tourne, on aura le même dégât. Bon. D'où le fait de pointer toujours un état du ciel particulier. Et c'est pour ça qu'il fallait étudier le ciel très précisément, mais c'est lié à une période, disons, de calcul de fin des temps. Puisqu'en gros, telle position astrale, alors pas seulement du Soleil et de la Lune, mais des étoiles auraient... Alors ils avaient calculé que quand sur le même plan, une étoile brillante de la queue du Scorpion était alignée avec les Pléiades et que le Soleil était au solstice d'été, paf, il y avait eu le déluge andin. La même configuration reproduirait la même chose et on fait un calcul dans le temps pour savoir quand. Alors il y a quelque chose de très curieux, c'est quand on a refait les calculs avec les ordinateurs, bon, on s'est aperçu que c'était au mois de mai 650. Donc de l'an 650 de l'ère chrétienne, au mois de mai, il y avait eu un exemple du ciel en question. Ça avait duré jusqu'au solstice d'été. Bon, alors quelle catastrophe il y a pu se passer en 650? On ne sait pas trop. Sauf que pour eux, dans les Andes, ce seraient les périodes de guerre civile qui auraient commencé, enfin civile, c'est pas les mêmes peuples, enfin des guerres presque continuelles, permanentes, annonçant un déclin cyclique. Et qu'en Europe, c'était l'époque des conquêtes arabes. C'est-à-dire 632, Mohamed, décède, lance l'islam, 632 ça démarre, et puis dans la foulée, dans les 10 à 20 ans qui viennent, alors on se trouve en 650, invasion de tout le Moyen-Orient, toute l'Afrique du Nord, débarquement en Espagne, débarquement dans le sud de la France. Et ça serait ces deux événements, pour l'Amérique, pour l'Europe, l'annonce de la dernière période cyclique. Où est-ce qu'on va?
Alors, dans ce domaine-là aussi, c'est très nié par la science officielle, c'est de dire, la science officielle dit, en gros, ils observaient les étoiles, ils connaissaient les mouvements du Soleil, ils avaient bien calculé à peu près l'année, mais à part la planète Vénus, ils ne connaissaient pas les autres planètes, et ils ne savaient pas du tout calculer les éclipses, etc. Puis on s'est aperçu, par l'orientation des monuments, les légendes, etc., qu'en fait, ils connaissaient les éclipses et qu'ils connaissaient la précession des équinoxes. Alors ça, c'est inimaginable. Quand on connaît la précession des équinoxes, on est obligatoirement lié à la tradition primordiale, puisque c'est la base de toutes les évolutions cycliques des civilisations. Ben, eux, ils le connaissaient puisque c'est dans les légendes. Sauf que c'était transmis, comme l'histoire du lama, par des légendes, et pas par un écrit. Ouais. Alors, pour la science officielle, l'astronome grec Hipparque, au IIe siècle avant Jésus-Christ, a découvert la précession des équinoxes. Quand vous êtes à Tiwanaku, 5000 ans de plus, bon, etc. Donc il le savait très bien et avait pu calculer par toutes ces constellations, hein, disons, une date de fin. Donc en gros, c'est des experts en astronomie. Hein. En astrologie aussi, sans doute, puisque ça va avec. Hein. Alors, bien sûr, il y a d'autres aspects de cette civilisation. Vous avez des arts, vous avez les poteries, vous avez tout un tas de choses très, très artistiques. Hein. C'est très brillant comme civilisation. Mais alors, quand on a vu tout à l'heure le fameux premier Inca, eh bien entendu, l'histoire ne va pas durer longtemps. Parce que, en gros, c'est 10e, 11e siècle que cette histoire, avec ces 8 personnes là qui partent du lac Titicaca, bon, en gros, au 13e siècle, mais au début, ces Incas ne font que conquérir les tribus qu'il y a autour de Cusco. C'est pas extraordinaire. Et l'empire Inca, proprement dit, commence au 14e siècle. Donc tout le XIVe siècle et le XVe siècle et XVIe siècle, les Espagnols arrivent et y mettent fin. Donc en gros, bon, ça a duré 2 à 3 siècles, dont une partie quasiment mythique où les Incas n'étaient pas vraiment le gigantesque empire que l'on connaît dans l'histoire, mais un petit empire embryonnaire centré que sur Cusco. Hein, on a vu tout à l'heure. Hein. Alors, on a une liste des empereurs de ces empereurs Incas. Donc la période légendaire, ben, c'est l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, hein, cette tribu errante qui va conquérir une par une des petites tribus, assimiler les hommes dans leur armée, reconquérir la tribu d'à côté et faire le gigantesque empire. Vous voyez, ça commence, l'histoire de Manco Capac, premier Inca, est censée se passer au Xe siècle. Ensuite, vous avez la liste là. Vous voyez, voilà, Lupanqui, milieu du XIIe, Manco Capac, etc. Hein, donc on n'a pas de date précise de règne, parce que, bon, c'est très évalué, il n'y a pas d'archives, encore une fois, hein, c'est à vue de nez à partir de récits, de chroniques, de récits d'Indiens par rapport à la mémoire orale, patati patata, puis alors ça ne se suit pas. On voit bien qu'on donne des dates par siècle et pas par année, ça veut dire que dans l'entre-deux, il y a dû avoir des querelles de succession, des ruptures de dynastie et tout ce qui s'ensuit. Alors quand on arrive ici, empire historique, s'appelle Anan Cusco, eh bien là on a quelque chose de beaucoup plus régulier. Hein, vous voyez, premier Inca de la période historique, c'est-à-dire très connu, prouvé son règne, etc., début 14e. Hein, voilà, ça s'enchaîne avec Yanan Imacac, moitié 14e, Viracocha Inca, voilà. Et après, avec Pachacutec, on rentre dans les empereurs à chronologie de règne très connue. Bon là, quasiment pas bidon, quoi. Hein. Vous voyez, alors quand vous êtes à Pachacutec, c'est un très grand empereur, hein. C'est celui qui a fait des conquêtes très importantes, hein. 1438-1471. Puis après, bon, bah, vous avez la liste, hein. Je ne vous la cite pas, vous avez sous les yeux, vous voyez l'enchaînement des règnes. Hein. Alors, quand on arrive aux deux derniers, Huascar, vous voyez, Huascar, vous êtes à 1525-1532. Donc vous êtes dans le début du XVIe siècle. Bien sûr, l'Amérique a été découverte en 1492. Cet empereur-là va devoir affronter les Espagnols, quoi. Et l'attaque espagnole se fera
en 1532-1533, sous le règne d'Atahualpa Yupanqui, ou Atahualpa Yupanqui étant le dernier empereur inca officiel assassiné par les Espagnols. Alors, qu'est-ce que c'est que les Incas de Vilcabamba? C'est qu'après coup, quand l'empereur a été assassiné, eh bien, il y a des personnes, certainement quelques-uns de sa famille, ou de la famille de Huáscar, l'empereur précédent, qui ont continué le combat, en gros, qui ont voulu tenir tête aux Espagnols, se rendant compte qu'ils n'étaient pas les dieux annoncés, et qui ont fait un tout petit royaume dissident dans le sud, qui a duré quelques années. Ils ont tenu tête aux Espagnols quand ils ont pu. Vous voyez, il y a eu 4 empereurs après Atahualpa, jusqu'en 1572, le dernier qui a résisté. Et après, ça a été définitivement terminé. Donc on peut dire que la conquête espagnole s'est faite en 2 morceaux. Une qui élimine l'Empire Inca total en 1533 et une qui élimine le dernier réduit de résistance 1572. 1572, c'est définitivement terminé, l'Empire Inca. Alors, bien sûr, en histoire, ça surprend toujours, parce qu'on a un exemple avec les Aztèques et les les Incas, pardon. Les Aztèques et les Incas, d'empires gigantesques composés de millions de personnes, qui ont été détruits par une poignée d'hommes. Et on s'est toujours demandé, mais comment est-ce possible? Alors c'est possible, bon, parce qu'il y a eu un concours de circonstances extraordinaire. Quand Cortés est arrivé au Mexique, il a débarqué sur une plage où théoriquement, d'après les légendes, c'est où Quetzalcoatl avait quitté les lieux. Donc on s'est dit, comment ça se fait qu'un homme blanc arrivant sur un vaisseau, posant les pieds sur une plage, est arrivé à l'endroit où Quetzalcoatl est parti? Comme il y avait le retour du dieu blanc, on s'est dit, ces dieux blancs sont tous tombés à genoux avec Quetzalcoatl. Sauf que bien sûr, bon, le Quetzalcoatl en question était remplacé par des abominables créatures. Mais il y a eu un concours de circonstances absolument invraisemblable. Et puis les Aztèques faisaient la guerre à toutes les tribus environnantes et c'était très affaibli à l'intérieur. Il s'est passé à peu près la même chose avec l'Empire Inca. Alors avec un décalage, parce que Cortés et le Mexique, c'est bien avant ces dates-là. C'est-à-dire que Pizarro, le grand conquérant de l'Empire Inca, était à un moment avec des Espagnols en garnison au Panama. C'est tout près, l'isthme de Panama, de l'Amérique latine. Et il a entendu parler qu'il y avait un gigantesque empire fabuleux, plein d'or, bien entendu, sinon on n'aurait pas bougé. Voilà, c'était des récits d'Indiens, des récits d'explorateurs, un explorateur qui avait vu des cités, puis il avait vu beaucoup d'or. Alors il a dit, écoutez, il y a un endroit, là, mais c'est perdu dans les montagnes. Alors lui, aussitôt. Alors ils ont fait des explorations, ils sont allés le long des côtes, là. Alors c'est par ici, c'est dans l'isthme de Panama, mais le côté pacifique, parce que Pizarro va arriver par ici. Donc on explore, ça se passe très mal quelquefois parce qu'il y a des maladies, il y a un moment il manque de mourir de faim, il rebrousse chemin, puis il faut des moyens. C'est-à-dire il faut une troupe, il faut du ravitaillement, la population locale qu'on ne pouvait pas facilement. À un moment ils se battent avec des tribus, c'est des tribus de cannibales, c'est dans ce coin par ici, etc. Alors ils vont contacter 2 personnes, un prêtre, qui a absolument intérêt, lui, à vouloir que tous ces peuples-là païennes soient évangélisés, et puis un personnage assez important qui doit être un gouverneur de Panama qui veut trouver de l'or, donc financer l'expédition. Alors il va se passer quelque chose de très curieux, c'est qu'ils vont être moins de 200 pour conquérir un empire qui a 6 millions d'Incas et 8 millions si on compte tous les peuples assimilés. À 170 contre 6 à 8 millions vont gagner. Alors il s'est passé quelque chose, il faut un concours de circonstances absolument inouï, à part la chance.
En gros, il y a toujours l'idée du Dieu blanc qui revient. Donc quand on voit il y a des messagers, ils épient les Espagnols, ils vont dire à l'empereur, écoutez, les Espagnols, mais ils ont une barbe, puis ils sont blancs. Mon Dieu, c'est pas que Viracocha reviendrait, donc l'empereur est comme ça, hein. Dire, mais bon, on va voir, c'est pas qui c'est, on doute. Hein. Bon, alors, deuxième chose, c'est que les Indiens, mais c'était pareil au Mexique et pareil chez les Mayas, sont absolument effrayés par les armes à feu. Parce que les Espagnols, même si on est au XVIe siècle, ils ont des arquebuses, ils ont des canons. Donc quand le canon tonne et puis le déchargement de l'arquebuse, ça fauche tous les premiers rangs, ils se défendent, ils sont paniqués. Eux, ils ont des arcs et des flèches pour se battre. Alors même s'ils sont les armées de milliers d'hommes, bon, ils sont vite. Et alors ce qui les effrayait totalement, c'était les chevaux. Alors il y avait quelques cavaliers, bien sûr, à cheval. Et alors les Indiens n'avaient jamais vu de chevaux, ça n'existait pas en Amérique du Sud, sauf dans la préhistoire, on avait plein, puis les chevaux ont disparu. Et alors les chevaux, c'était des très grands chevaux de combat par les Espagnols, c'est pas les chevaux qui font le tiercé, hein. C'est des gros chevaux, très hauts, donc la tête arrive au niveau des visages des Indiens. Et alors il y a un cavalier dessus, et eux ils croyaient que c'était le même être, c'est-à-dire que le cavalier et le cheval, c'était le même animal. Donc forcément, c'était une créature inconnue qui ne pouvait sortir que des enfers. Et en plus, quand les chevaux hennissaient, alors là, c'était des animaux de l'inframonde, parce qu'eux concevaient il y a un inframonde, il y a un monde en surface de la Terre, puis il y a un monde céleste. Alors ils sortent de l'inframonde, c'est des êtres démoniaques. Alors quand le cheval hennissait, il se débandait tout courant, quoi. Alors forcément, ça aide dans la bataille à disloquer un peu les plans de l'armée ennemie, mais surtout, le principal, forcément, c'est pas très connu dans l'histoire, c'était la pleine guerre civile chez les Incas avant que les Espagnols arrivent. C'est qu'il y avait une fameuse querelle de succession entre les deux derniers empereurs dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire l'empereur, on va retrouver la liste des empereurs. Il y a eu une succession entre un frère et un demi-frère. Voilà, alors Huayna, Capac, jusqu'en 1525. Huayna Capac a eu un fils, Huascar, et j'allais dire un demi-fils, parce que pas avec la même épouse que la première, Atahualpa. Forcément, dans l'ordre de succession, le fils de la reine officielle devient empereur. Et l'autre, qui est fils d'une concubine ou d'une deuxième épouse, il est le deuxième dans la liste, tant que le premier ne décède pas. Alors au début, il y a entente entre les deux, le fameux Huascar, le fameux Atahualpa. Et puis à un certain moment, alors, vous voyez, le premier a duré quelques années, avec des tensions, mais pas de guerre. Et à la fin, guerre entre les deux. Atahualpa persuadé par la caste militaire. Parce qu'en gros, les grands officiers tiennent avec Atahualpa, les autres, c'est les prêtres, les religieux, la caste aristocratique. En gros, lui, c'est les Incas traditionnels, et eux, c'est la caste militaire. Décidé de renverser le premier, il y a une guerre civile effroyable. Au moment où les Espagnols arrivent. Et alors, Atahualpa, il dit, qu'est-ce qu'on va faire avec ces étrangers qui arrivent? La priorité, c'est de régler le compte à l'autre empereur, en titre. Les Espagnols arrivent là-dedans, et curieusement, ils s'en aperçoivent. Donc ils vont manœuvrer un petit peu entre les deux, parce que c'est très divisé, c'est une chose incroyable. Mais ça ne fait pas gagner les Espagnols pour autant. Parce que quand à un moment il va y avoir un rendez-vous entre l'empereur Atahualpa et Pizarre, Pizarre a ses 170 soldats et Atahualpa a une armée de 40 000 hommes. Bon. Alors forcément, les Espagnols sont dans un bâtiment où il va y avoir un rendez-vous, c'est-à-dire que Pizarre a invité l'empereur à venir le rencontrer, et puis l'empereur a dit oui pour venir voir un peu qui étaient ces étrangers, etc. Donc il prend dans la plaine avec toute son armée, et il va être invité à manger. Et lui, il va y aller avec sa garde personnelle, c'est-à-dire très réduite, et Pizarre va comprendre quelque chose, que tout est décidé par l'empereur. S'il lève le petit doigt, il se passe telle chose, pas de petit doigt, il va dire, si lui décide de tout, si on le prend, les autres ne pourront plus rien faire sans ordre. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le kidnapper. Quand il va venir pour manger, ils vont le mettre en prison, arrêter. Alors forcément, le peuple est à l'extérieur.
Ils bougent, ils se demandent un peu ce qui se passe, l'armée avance, forcément il y a un tir de mousquet, une charge de cavalerie, c'est la débandade totale. Les soldats incas se réfugient plus loin, puis ils attendent les ordres de l'empereur, forcément qu'ils ne viennent pas. Bon, comment ça va se passer? Et alors, euh, Pizarre qui veut calmer un petit peu ses soldats, enfin leur donner leur récompense, parce que le trajet jusqu'à Cajamarca a été très très... Ça se passe ici, à Cajamarca. Entre vous, là, vous voyez, la capitale est Cusca, qu'on est à Cajamarca, on est vraiment très éloigné des lieux incas proprement dit. Les Espagnols ont débarqué à Tumbes ici. Donc forcément, ici, ils ont fait ça, ils sont arrivés ici. Bon, donc il y a ce rendez-vous, ils disent voilà, eh bien, il y a des émissaires qui viennent, que est devenu notre empereur, rassurez-vous, etc. Mais on va vous demander une rançon. Et quelle est la rançon? C'est d'amener de l'or, bien entendu. Bon, c'est pas l'heure de retourner l'empereur, l'heure on le met dans une pièce. Oh, je ne sais pas combien le fait de mètres carrés. Hein. L'empereur lève la main, ordre d'amener de l'or jusqu'au sommet des doigts. Bon, quasiment presque jusqu'au plafond, une pièce à peu près comme ici. Et alors là, l'empereur donne ordre à tous les gouverneurs de province de rafler tout l'or disponible et l'amener à Cajamarca. Ce qui se fait, à dos de mulet, de lama, tout ce qui s'ensuit, on amène des cargaisons d'or, on remplit la pièce. Et on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Il y a eu une bizarrerie. Il y a eu le prêtre catholique de la troupe espagnole. Il y avait un prêtre catholique pour les Espagnols, voulu convertir à la religion chrétienne l'empereur. Un cas. Forcément, il disait que non. Son Dieu de la Bible, c'était une plaisanterie. Lui, il avait des ancêtres qui montaient, je ne sais pas quand, Viracocha lui-même comme ancêtre. C'était une plaisanterie d'avoir un Jésus-Christ. Il aurait jeté la Bible à terre, alors un sacrilège total, puis on aurait dit, eh bien, il faut vous faire baptiser, puis vous aurez la vie sauve. Alors l'empereur devait faire deux choses, se faire baptiser et remplir une pièce entière d'or, quasiment, jusqu'au plafond. Alors, il acceptait bien de remplir l'or, donc visiblement pour lui c'était une pécadille. Mais alors, baptisé, il ne pouvait pas. Mais on lui a dit, si vous n'êtes pas baptisé, on va vous brûler. Alors la panique totale, parce que si on est incinéré dans la civilisation inca, on ne peut pas aller dans l'au-delà. On ne va pas au paradis, on erre dans les amérantes, dans l'inframonde. Épouvantable, l'empereur supplie n'importe quoi. Donc on lui dit, ben voilà, il faut être baptisé, vous allez avoir la vie sauve. Donc il se fait baptiser quand même. Donc les Espagnols ont baptisé l'empereur inca. Mais après, qu'est-ce qu'ils font? Quand la pièce est remplie d'or, ils l'étranglent. Donc ils tuent, ils assassinent carrément cet empereur qui n'a rien fait de mal puisqu'il avait presque souscrit tout ce qu'il avait demandé. Du coup, dans tout le pays, toutes les caravanes de lamas qui amenaient l'or s'arrêtent. Et les gens qui les transportent, maintenant que l'empereur est mort, sont dénués de toute obéissance, etc. Que ceux qui ont tué leur empereur, ce n'est pas des gens de Viracocha, c'est des démons finis. Il faut aller cacher les trésors partout. Et c'est depuis lors que, c'est le cas de le dire, c'est depuis lors que l'or qui n'a pas été amené à l'endroit où était l'empereur a été mis dans des caches secrètes et qu'on peut continuer à chercher indéfiniment des montagnes et des montagnes dans des grottes, dans des souterrains, des trucs hallucinants. Et c'est un petit peu ça l'histoire. Donc c'était un coup de maître, on dirait que là les dieux s'y sont mis pour inventer une histoire pareille, hein, bien entendu, parce que dans la réalité pratique, en troupes, ça n'aurait jamais pu se passer. Même si les 40 000 peu armés étaient foncés sur les Espagnols, auraient fini par les tuer une fois les mousquets vidés, la poudre à canon utilisée, etc. Mais bon, l'empereur a fait trop confiance. Au blabla, un peu par curiosité, un peu parce qu'au début, comme les Aztèques, on croyait vraiment que c'était le retour du Dieu blanc, comme quoi là, les croyances ont amené une catastrophe. Après, ils se sont rendus compte que c'était des démons finis, donc forcément, il y a eu une rébellion, d'où la partie des empereurs qui après ont continué une guerre dans le sud du pays contre les Espagnols. Ils ont même gagné des batailles. Mais bon, après, les renforts, les canons ont exterminé finalement ces personnes tout à la fin. Hein. Donc,
c'est comme ça que s'est terminée l'histoire de l'Empire Inca. Après, ça a donné la colonisation que l'on sait, et donc on pense, alors imaginez les calculs des historiens très approximatifs, mais en gros, sur 6 millions d'Incas, il y a eu 4 millions de morts. C'est-à-dire soit tués, soit victimes d'épidémies, soit exploités dans les constructions et dans les fameuses mines de Potosí, où on les a fait extraire de l'argent dans des conditions absolument incroyables, où il y avait une mortalité inouïe, etc. etc. Hein. Donc sur les 8 millions d'habitants de toute la période, il y en a eu la moitié d'exterminés. Là, c'est vraiment un génocide, quoi. Quelque chose d'absolument terrifiant. Alors voilà pour l'histoire Inca, ça se termine d'une drôle de façon. Je ne vous raconte pas toute l'histoire parce que là, c'est pas très secret, c'est dans tous les livres d'histoire, c'est qu'à un moment, il y a même eu une guerre civile entre Espagnols, dont les Incas n'ont même pas réussi à profiter. C'est-à-dire que ils n'ont même pas réussi à tenir avec l'un contre l'autre, entre deux chefs militaires, un rival de Pizarre en gros, hein, sur place. Et dans l'autre sens, eh bien, on a plus joué l'astuce politique dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand il y a eu les successeurs de Atahualpa qui étaient assassinés, on a plutôt joué on a essayé de se mettre dans la main un empereur pour qu'il fasse obéir le peuple, pour que on lui promettant des tas de choses. Hein. Quand il n'obéissait pas, on le faisait prisonnier puis on l'enchaînait. Alors, il pouvait recevoir son peuple, ses conseillers qui venaient, et puis il le trouvait enchaîné sur un trône, et puis les Espagnols lui ruinaient sur lui. Alors, quand le peuple a vu ça, et puis les dignitaires ont vu ça, ils ont dit, on ne peut plus obéir à ce là, donc ils n'obéissaient plus, donc les Espagnols n'en tiraient plus rien non plus, etc. On en était là, quoi. Ah, ça surprend toujours, mais les Espagnols qui étaient dans cette conquête, ce n'est pas une armée régulière. Nous, on se dit, ben, l'armée française va par exemple en Amérique aider Washington, c'est une armée royale, normale. Là, non, parce que ces Espagnols, c'est pas l'armée qu'envoie le roi d'Espagne, c'est en gros des mercenaires. C'est des nobles qu'on appelle les tercios, c'est-à-dire des nobles en rupture de ban. C'est-à-dire c'est des nobles d'une branche de noblesse trop basse pour être appréciés à la cour, très pauvres, c'est-à-dire ils ont bien un château du terre, mais ça ne rapporte rien. Ils sont déconsidérés par la haute noblesse, et pour redorer leur blason, c'est le métier des armes. Alors quand on leur a dit, depuis Christophe Colomb, vous savez, il y a des territoires à conquérir là-bas, puis un endroit, c'est de l'or à n'en plus finir, ces mercenaires entre guillemets, parce que c'est quand même des nobles, enfin moi les chefs, hein. Après, le problème, c'était de recruter des troupes. Alors, il fallait prendre tous les malfrats qui traînaient, tous les aventuriers de toutes sortes pour les mettre dans une équipe. C'est pour ça qu'ils étaient 170 à 200. S'ils ne trouvaient pas des milliers de gens pour faire ça, surtout qu'il y en a qui ne croyaient pas un traître mot, qui pouvaient avoir des cités en or. Donc, ça s'est fait comme ça. Alors, sur place, forcément, c'était d'une barbarie insoutenable. Bon, forcément, vu le genre d'individus. Enfin, en gros, c'est une armée irrégulière. D'irréguliers, d'aventuriers, bon clair. Hein. Mais alors du côté Inca, comme c'est une guerre civile atroce, on n'hésite pas à étrangler le rival machin. Atahualpa a fait assassiner son rival à distance. Hein. Il a donné l'ordre à des gardes de ce type d'éliminer l'autre empereur. On est vraiment dans une apocalypse. Général final, on comprend que ça soit effondré. Hein. Voilà. Je ne vous raconte pas la dernière période qui est la guerre d'indépendance, quand les peuples locaux se sont libérés des Espagnols pour devenir indépendants. Alors, le Pérou et la Bolivie, c'est très connu. En Bolivie, c'est un général Bolivar qui a libéré le pays, qui a donné son nom au pays. Au Pérou, c'est un général très célèbre qui s'appelle San Martin, qui est mort ici à Boulogne-sur-Mer et qui a libéré le Pérou. Voilà. Donc voilà pour l'histoire, hein, très succinctement racontée. Et quand il n'y a pas de mystère, on ne peut pas trop rallonger le discours parce que c'est dans tous les livres. Hein. Alors, par contre, 3 questions vont concerner les civilisations d'Amérique du Sud. C'est les Incas ont-ils eu contact avec d'autres civilisations? Donc on a vu tout à l'heure que des Chinois pouvaient avoir une influence, ça s'est vu au niveau de l'art. Il y a beaucoup de monuments de poterie
d'endroits où vous avez des spirales. On a vu le singe avec une queue à spirale à Nazca, et puis il y a des dizaines de poteries dans les musées qui ont la même chose. Et on sait que la spirale, c'est surtout crétois. Alors, est-ce que les Crétois seraient allés aussi en Amérique du Sud? Les Phéniciens, c'est possible, puisqu'on a trouvé des stèles écrites en alphabet phénicien en Argentine. Donc on se dit pourquoi pas. Est-ce qu'il y a eu des populations du Moyen-Orient? Oui, puisque il y aurait un rapport dans l'architecture avec la Perse. Alors, je retrouve le document. Excusez-moi pour l'attente pour le document. Ah, voilà. Là, vous avez deux photos sur le même document. Ici, vous avez Tiwanaku, un grand portail. Et vous voyez Persépolis, les ruines de Persépolis en Perse. Et bien, les portiques sont quasiment exactement les mêmes, avec le même décochement en creux à l'intérieur. Alors, soit c'est un pur hasard en disant l'architecte, il est vachement imaginatif, il a voulu faire un portique comme ça, et puis en Perse, on a eu la même idée à la même époque. Globalement, le monument est exactement le même, quoi. Bon, alors, est-ce que les Perses sont allés à Tiwanaku? Est-ce que les gens de Tiwanaku sont allés en Perse? C'est un petit peu tiré par les cheveux, bien entendu, même si on peut tout se permettre en navigation. Ou alors, il y a toujours une civilisation antérieure construisant ce genre de portique à donner la même idée aux deux. Pourquoi pas, hein? Alors, beaucoup plus probant, c'est les rapports avec la civilisation égyptienne. Alors là, il faut mentionner un monsieur, parce que c'est lui qui a fait ces comparaisons extraordinaires. Elle a comparé en gros l'Égypte ancienne et le Pérou. Il s'appelle monsieur Richard Caruso. Je dois dire son nom parce que comme j'utilise ces documents, c'est pas moi. Et puis il y a, vous savez, la propriété intellectuelle. On doit citer le nom de la personne, mais il a mis ces images sur Internet. Alors vous allez en voir quelques-unes. Il y en a 40, mais on ne va pas passer les 40. Vous allez voir quelques ressemblances de monuments, mais alors absolument stupéfiants, hein. Alors voilà, vous avez la première image. Donc c'est les masques en or. Donc vous avez sur la gauche un masque en or Inca, ça doit être à Chan Chan qu'on a trouvé un masque en or comme ça. De l'autre côté, le fameux masque de Toutankhamon, hein, avec derrière un portique plus ou moins trapézoïdal. Et vous voyez que c'est une ressemblance. Alors peut-être pas les masques et les portiques, c'est d'une ressemblance hallucinante, hein. Voilà, là vous avez les pyramides. Ah, la pyramide pré-Inca ou Inca, la photo du haut à gauche, c'est pré-Inca, puis pyramide Inca, vous voyez, pyramide à étage. Et puis en Égypte, alors Saqqara et puis d'autres pyramides dans la même région sont à étage aussi, c'est-à-dire à des bancs, hein, de plus en plus réduits vers le sommet. Rien à voir avec les pyramides à pans lisses comme Khéops après, hein, c'est des pyramides antérieures, hein. Ce qui pose déjà une question. Est-ce que si c'est les pyramides d'avant Khéops qui ressemblent aux pyramides Inca, et que les pyramides comme Khéops sont 2750 avant Jésus-Christ, les autres antérieures, ça remonte à moins 3000 le contact entre les deux types d'architecture. S'il y a eu un contact, hein, physique réel, hein, et pas de pensée ou par les ondes, hein. Alors, ensuite les momies. Vous voyez à gauche les momies Inca, avec leurs cheveux longs. Et vous voyez, la momie égyptienne, ben pareil, avec d'immenses chevelures féminine, hein, bien entendu. On voit bien qu'il y a dans l'allure, hein, un rapport entre les deux types de momies. Alors là, c'est des momies, pour les momies égyptiennes, sans les bandelettes, et la momie Inca sans les tissus d'enveloppement dont on a parlé précédemment. Voilà d'autres momies. Vous voyez, la momie pré-Inca et la momie égyptienne, avec les bras entrecroisés sur la poitrine et entrecroisés de la même façon. Alors, bien sûr, d'entrecroiser les bras comme ça sur la poitrine, bah, ça prouve pas forcément un lien, mais enfin, c'est quand même assez flagrant.
Bon là, on l'a vu au début, hein, c'est la même image, c'est le masque d'or Inca et le masque d'or de Toutankhamon. Alors les colliers, ben, on voit bien là qu'au niveau des parures, le collier pré-Inca, ben, vous voyez, hein, des petits, comment dire, morceaux d'or, d'ailleurs beaucoup de morceaux d'or, avec deux têtes de jaguar sur le côté, une belle demi-lune, hein, de collier, et de l'autre côté, vous voyez bien avec deux têtes de faucon, bah, quasiment la même allure de collier. Bon, là, les forteresses, bon, Saxe et Ouaman dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, vous voyez, avec ces blocs énormes de plusieurs dizaines ou centaines de tonnes. Et de l'autre côté, ben, en Égypte, avant les fameuses pyramides, il y a des murailles aussi en pierre jointe de la même façon. En gros, avec la même technique de construction, on voit bien dans les petits carrés en bas la jointure des pierres, hein. Alors c'est plus régulier en Égypte, on essaie de faire des rectangles plus importants. Alors là, vous avez la même chose, vous voyez, un peu irrégulier à gauche le pré-Inca, ou Inca, hein, selon les endroits des forteresses, et en Égypte, avec peut-être un moulage des pierres réduites en pâte à modeler dans les deux cas, hein, si on croit à cette thèse, hein. Alors là, les portiques pyramidaux, on a vu, hein, à gauche le portique Inca, à droite le portique égyptien, vous voyez que ça a la même allure, le même linteau transversal, le même montant, etc. Voilà, vous en avez là aussi, hein. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les crânes allongés. Vous les retrouvez dans les deux civilisations. Alors les Égyptiens faisaient ça à une certaine époque, hein, une époque assez ancienne jusqu'à Akhenaton, puisque quand on représente la tête d'Akhenaton, on a un crâne très déformé et très long, c'est-à-dire la partie supérieure allongée. On dit que les Incas, ils mettaient la tête des bébés dans des plaques qu'ils liaient puis qu'ils serraient pour avoir la boîte crânienne qui s'allonge très fortement en hauteur. C'était un signe d'élection et autres, hein. C'est très curieux parce qu'il y a très peu de peuples qui ont fait ces crânes déformés. Voilà le fameux Akhenaton, hein, il est très célèbre pour ce crâne allongé. Alors là, des obélisques. Vous voyez à gauche un obélisque Inca, pardon. Alors, pas tout à fait stylisé de la même façon, mais on voit bien que c'est un obélisque. Et puis le fameux obélisque, la place de la Concorde à Paris, hein, l'obélisque qui vient de Luxor. Alors là, des entrées de temples, hein, des murs d'entrée. On voit bien qu'il y a un rapport aussi dans la construction. Alors voilà les sculptures en or du soleil, de l'orfèvrerie, pardon, du soleil. À gauche, le masque d'or Inca, avec le dieu soleil, bien entendu, et de l'autre côté, ben, le disque solaire de Ra, hein. On voit bien qu'il y a un rapport, même si ce n'est pas tout à fait flagrant, parce que le disque solaire Inca est quand même beaucoup plus travaillé, hein, beaucoup plus sophistiqué, mais on voit bien l'idée du disque d'or, hein. Voilà, là vous voyez des dessins, eh bien c'est pareil, dans le temple du renard au Pérou, vous avez une sculpture comme ça, avec le soleil, un soleil grimaçant qui ne semble pas être content de la situation, et puis deux animaux qui font les piliers sur le côté et qui semblent encadrés. Et bien vous avez la même chose du côté égyptien, avec des lions ou des léopards, hein. Vous avez le soleil dans le milieu, et puis deux animaux qui semblent, c'est des félins, hein, qui semblent les porter. Porter ce soleil central. Bon, ça ferait allusion, ça, dans les chroniques égyptiennes, à un grand cataclysme mondial. Donc bon, on ne peut pas revenir là-dessus aujourd'hui. Les masques d'or Inca, masques d'or égyptiens. Alors là, quelque chose qu'on appelle des structures en encorbellement, c'est-à-dire avec un dégradé de voûte, comme vous voyez là. Alors très flagrant en Égypte, puisque la grande galerie, la grande pyramide de Khéops est en encorbellement, c'est-à-dire qu'elle a un dégradé par rapport au plafond exactement comme ça, mais les Incas faisaient aussi la même chose. Pas partout, on a des constructions avec ce genre d'architecture. Voilà, là les palais,
Vous voyez bien les murs, les portes d'entrée, etc. Et même leur nombre, 3 grandes portes d'entrée, c'est à peu près les mêmes. Voilà, là des croix. Bon, là, c'est pas probant, je vois pas, parce que ça, vous en trouvez partout, sauf que le forme de croix, qui curieusement ressemble aux croix de Malte, bon, se retrouve dans les deux endroits. Voilà, là, les dieux et déesses au serpent. Vous voyez un dieu inca qui tient 2 serpents, c'est des serpents, vous voyez bien leur tête, hein, très, très effilée dans les mains. Et aussi, en Égypte, eh bien, vous avez, et curieusement, 2 serpents, hein, dans les mains. On a la même inspiration, hein, plus stylisée du côté égyptien. Voilà les forteresses, là. On voit bien. Alors on n'a pas tellement d'exemples dans les livres d'histoire que les Égyptiens faisaient des temples ou des palais avec un empilement de très grosses pierres comme les civilisations pré-incaïques. Mais quand vous remontez dans le temps, c'est-à-dire quand vous êtes au-delà de 2500 ou 3000 avant Jésus-Christ, y compris par exemple le temple d'Osiris à Abydos, vous avez des blocs énormes, gigantesques de ce genre, c'est-à-dire pas le type égyptien classique. Voilà, là des sculptures plus ou moins pour envelopper des momies. Voilà, le fameux sarcophage égyptien à droite. Alors là, c'est moins flagrant comme comparaison, hein, parce que là, j'allais dire les carapaces de momies incas sont pas la même chose. Ça, je trouve que c'est pas probant. Ça, on a déjà vu, c'est les disques d'or. Ça, l'œil, bah, vous trouvez là l'œil d'Horus égyptien à droite, et vous trouvez l'œil au centre d'un soleil rayonnant, hein, chez les Incas, c'est l'œil qui voit tout, l'œil universel. Alors voilà, bah là à droite, vous avez les ruines du temple d'Osiris à Abydos. Et vous voyez bien que les blocs sont cyclopéens, pas du tout dans le style Karnak ou hein, Edfou, etc. Les grands monuments égyptiens avec des colonnes et des hiéroglyphes dessus. Là, il n'y a pas d'hiéroglyphes déjà, c'était bien avant qu'on les invente. Alors, vous voyez la construction avec des linteaux, des énormes piliers qui font des dizaines de tonnes aussi, c'est très très ancien. C'est tout au début de l'histoire de l'Égypte, et vous voyez que ça ressemble beaucoup aux constructions Inca que vous avez à côté. Inca ou pré-Inca, hein, parce que c'est pas forcément Inca. Alors là, les fameux radeaux, vous voyez le fameux radeau de roseaux des Incas à gauche, c'est des roseaux tressés et liés par paquets avec des fils, etc. Et les barques de papyrus en Égypte, ou là en Nubie, c'est au sud de l'Égypte, enfin, c'était des barques qui allaient sur le Nil comme ça. Bon, là, c'est des sculptures, là, je ne connais pas, donc voilà des colonnes stylisées, hein. Un cos à la forme d'un champignon, et puis le côté égyptien, c'est le type tulipe, vous voyez. Alors, les fameuses spirales, vous voyez le fameux singe à spirale de Nazca, et vous voyez sur des poteries égyptiennes antiques, hein, de la première période égyptienne, hein, pré-dynastique, avec des spirales, qui ressemblent d'ailleurs beaucoup aux poteries crétoises, hein. Les Crétois étaient des grandes spécialistes de la spirale qu'ils ont diffusée partout. Voilà, là, des grands palais avec voilà, des rangées de portiques comme ça et des colonnades. Alors je ne sais pas trop où c'est dans la partie Inca. En Égypte, c'est Der el-Bahari, le temple de la Hatshepsut. Voilà, très, très spectaculaire. On voit bien que l'architecture est quasiment la même, hein. Voilà, là, des dessins de serpents représentés partout. Bon, dans les deux civilisations, mais là, c'est pas probant non plus, parce que les serpents, presque toutes les civilisations les ont utilisés, même en Asie, en Europe, partout. C'est un symbole universel, donc ça, c'est pas spécialement inca ou égyptien. Alors là, les fameuses jointures à la perfection sans ciment des pierres, bon, on a déjà vu, hein. C'est à la fois les murs inca et égyptiens, et voilà, et on revient au début, on arrête, hein. Voilà, vous avez un exemple
typique, hein. Alors bien sûr, il peut y avoir des dizaines d'autres photos du même genre. On ne peut pas nier qu'il y ait une ressemblance. Alors tout n'est pas forcément toujours probant, parce que bien sûr, il y a un style égyptien, un style péruvien, on pourrait dire, hein, mais il se pose toujours la question, est-ce qu'il y a eu un contact entre deux civilisations? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des Égyptiens qui seraient allés au Pérou? Le voyage, vu l'époque, en gros, on est entre 2500 et 3500 avant Jésus-Christ. Bon, est-ce que c'est possible? Bon, on ne sait pas, ou dans l'autre sens. Alors, c'est plus possible dans le sens égyptien vers le Pérou que l'inverse, parce que s'il y avait des traces d'influence du Pérou en Égypte, bon, ça se serait remarqué quand même. On ne sait pas trop dans quel sens ça a pu fonctionner. Par contre, dans des grottes de l'Arizona aux États-Unis, on a retrouvé des hiéroglyphes peints. Alors, bon, les savants de la science officielle disent que c'est des étudiants, les promeneurs qui sont allés dans une grotte, ils ne savaient pas quoi faire, ils ont peint des hiéroglyphes. Maintenant, quand les archéologues lisent le texte en égyptien, c'est un texte normal, c'est-à-dire vraiment égyptien. Alors, on peut bien croire qu'un étudiant en archéologie ait peint des hiéroglyphes parce qu'il en a déjà vu dans des livres, mais comment ils peuvent avoir inventé un texte complet et avec pas de faute dans les hiéroglyphes? Bon, visiblement, il y a un truc, comme beaucoup. Alors, on revient toujours à la même question. Est-ce qu'il y a eu une influence d'une civilisation sur l'autre et réciproquement, où il y avait antérieurement une civilisation commune? Bien sûr, on retombe dans l'Atlantide. Les rescapés de l'Atlantide partant à l'est sont allés en Égypte, partant à l'ouest sont allés au Mexique ou au Pérou, et ont donné, bien entendu, dans l'élaboration de leur art, les souvenirs de comment étaient les monuments et la pratique artistique chez les Atlantes. Mais comme on n'a pas de base archéologique des Atlantes, pour les savants de la science officielle, ça reste totalement une hypothèse farfelue, il faut bien le dire. Hein. Voilà. Donc on peut trouver comme ça, alors vous voyez, on a déjà bien 4-5 peuples anciens qui pourraient avoir rapport avec le Pérou. Alors si c'est dû au hasard, il faut croire que l'humanité est quand même sacrément bien inspirée, puisqu'elle trouve des formes d'architecture, des formes d'orfèvrerie, des formes de poterie, qui sont exactement les mêmes un peu partout sur la planète. Bon, alors pourquoi pas, hein, qu'il y a un point commun. Alors peut-être que toute la Terre les humains de cette Terre étaient inspirés, peut-être par les mêmes entités spirituelles à une époque, ou peut-être un peuple qui se baladait sur toute la Terre. On tombe dans la thèse des Anunnaki. Bon, c'est connu, on ne revient pas là-dessus. Alors, deuxième chose assez extraordinaire, c'est pire hein, que ce qu'on vient de voir, parce qu'à la rigueur, on pourrait, vous voyez les images, elles ne peuvent pas être contestées, qu'il y a un rapport entre l'Égypte et le Pérou. Est-ce qu'il peut y en avoir un avec les extraterrestres? C'est-à-dire, en gros, est-ce que les Incas ont eu une si brillante civilisation parce qu'ils ont été initiés, le fameux Viracocha et autres seraient des extraterrestres? Alors, forcément, on se dit, Tiwanaku, c'est beaucoup trop gigantesque, c'est beaucoup trop invraisemblable. Ça ne peut être que soit des géants qui ont construit les bâtiments de ce lieu. Les ruines sont déjà tellement imposantes qu'on se dit quand c'était pas en ruine, mais alors comment ça devait être? Ou alors c'est des extraterrestres qui ont tous les moyens techniques de tailler les pierres, d'élever des colonnes absolument incroyables. Et ces fameuses pierres à encoche et à emboîtage mécano, ça, il faut une science, il faut une arithmétique, il faut ceci, il faut des outils, découper au cordeau les choses. Visiblement, il y a une technologie qui est supérieure à une population qui élève des lamas. Ça fait pas l'ombre d'un doute, hein, même si les Incas étaient très très forts, hein, j'allais dire en agriculture, puisqu'ils arrivaient à sortir des céréales et des légumes de culture en terrasse, là, à des altitudes invraisemblables où normalement jamais rien ne pousse.
Et en plus, il y a des endroits, il n'y a quasiment pas d'eau. Alors, ils ont fait des travaux de canalisation gigantesques. Ça a stupéfait les Espagnols. Quand les Espagnols ont vu les canalisations, elles étaient supérieures en niveau à celles qu'il y avait en Espagne. Par leur conduit, leur évacuation, les réceptacles d'eau, etc. Ils ont même dans les montagnes détourné les rivières. C'est une rivière qui allait vers la côte. Ils ont laissé passer un mince filet dans une rigole et ils ont détourné le torrent d'un autre côté pour mettre dans un bac, pour faire l'irrigation. Il faut le faire, c'est des génies. Hein, mais là, ça reste naturel. Hein. Tandis que bon, l'extraterrestre qui passe, bon, un petit peu surprenant. Donc c'est soit à des géants, alors on a mis des tests à des géants, toutes les légendes disent qu'il y avait des géants à une certaine époque sur la Terre, mais d'où viennent-ils, comment ils sont... Alors ça, là, ça explique qu'ils manient les pierres de plusieurs tonnes. Alors, il y a des thèses quand même qui sont extraordinaires, c'est qu'il y a eu des géants à un moment où la Lune était plus proche de la Terre qu'aujourd'hui. Donc étant plus proche de la Terre qu'aujourd'hui, elle faisait une attraction beaucoup plus importante sur les corps, donc on avait des végétaux gigantesques, des arbres gigantesques et des hommes gigantesques. C'est ce qui a fait aussi les tsunamis, parce que comme la Lune joue sur les marées, si elle est beaucoup plus proche de la Terre, elle fait une amplitude de marée 10 fois, 20 fois, 100 fois plus importante. Alors on a demandé aux ordinateurs de la NASA de calculer à une époque si la Lune était plus proche de la Terre qu'aujourd'hui. Eh bien c'est le cas, sauf que c'est à l'ère tertiaire. C'est-à-dire il y a 30 millions d'années. On s'est dit, c'est bien beau, 30 millions d'années, la Lune était plus proche de la Terre qu'aujourd'hui. C'est peut-être même, il y en a peut-être une, c'est ça le grand cataclysme, c'est écrasé dessus. Il y a une thèse qui fait que la Lune actuelle sera un morceau de Terre et de Lune mélangés à la suite d'une Lune qui serait écrasée sur la Terre, un morceau sera reparti dans l'espace. C'est un truc extraordinaire, là c'est vraiment un grand cataclysme. Mais comme il y a 30 millions d'années et qu'il n'y avait absolument pas d'hommes il y a 30 millions d'années, on retombe toujours dans la perplexité totale. Est-ce que c'est contemporain, c'est-à-dire des hommes vivants à l'époque de cette Lune, et donc étant géants par les conditions de l'époque Bon, on ne sait pas, sinon c'est des souvenirs que ça a pu se produire dans les populations bien postérieures. Bon, on est dans ces choses absolument invraisemblables. Alors, dans ces extraterrestres, est-ce qu'on a des preuves au niveau du sol? Alors, pour reprendre Nazca, on en a parlé tout à l'heure. Alors, il y a à Nazca des figures, bien sûr, au sol, on a vu, on ne revient pas là-dessus, mais il y a aussi des dessins sur les rochers. Alors, il y a des dessins, c'est un peu plus au sud, c'est très très curieux. Il y a des, il y a des hommes et des silhouettes très très fines, et puis ils ont des têtes rectangulaires avec des antennes. Alors, on se dit, forcément les spécialistes, les partisans des ovnis disent que c'est cosmonautes, mais à Nazca proprement dit, alors il y a sur une image un personnage tout en longueur avec une tête très ronde et des yeux très particuliers que les archéologues eux-mêmes appellent le cosmonaute parce qu'il ne correspond pas à une figure humaine. Donc on dit, voyez bien que c'est un étranger, Alors, beaucoup plus curieux, c'est les fameuses momies tridactyles dont on a parlé tout à l'heure. Alors, sur des poteries que vous voyez là, vous voyez, alors pas forcément un cas, mais près un cas, vous voyez bien qu'il y a un personnage avec une queue et qui a 3 doigts aux mains, vous voyez, les 3 doigts en rouge, pour l'a mis en rouge pour bien montrer qu'ils avaient 3 doigts aux mains. Hein. Et ici, pareil, vous avez un personnage avec une grande tête, des très grands yeux, un tout petit corps, et vous avez 3 doigts aux mains. Bon, c'est quand même absolument hallucinant. Alors le plus hallucinant, c'est les fameuses momies tridactyles. Alors là, il faut rendre hommage à un monsieur qui est scientifique, archéologue, chercheur et tout ce qui s'ensuit, qui s'appelle Thierry Jamin, qui a fait les études de ces... Enfin, pas tout seul, il y a un laboratoire qui a analysé, etc. Donc ces momies à 3 doigts sont trouvées à Ica, à Nazca, c'est ici. Ica, c'est les pierres avec des dessins de dinosaures, donc à Nazca. Alors, c'est une histoire étrange. Comme lui, il est installé là-bas, il fait des recherches archéologiques, il a une autorisation du gouvernement de faire des recherches. Il y a un jour un monsieur qui est venu le voir en disant « J'ai trouvé des momies, vous verriez, c'est extraordinaire, vous devriez analyser ça ». Alors, en fait, ce monsieur avait une très mauvaise intention, c'est que c'était un pilleur de tombes et de grottes, et il vendait ce qu'il pillait dans les tombes. Sauf que là, il avait trouvé des squelettes, il ne savait pas si ça valait quelque chose.
En gros, si c'était des ossements, aucune valeur, il n'aurait jamais pu les fourguer. Et si ça avait une valeur inestimable, c'était important de le savoir. Donc il s'adresse à l'archéologue qui connaît. Et lui, l'archéologue, le fameux Thierry Jamin, ne connaît pas plus que ça, mais il veut faire analyser les squelettes. Au début, un squelette, un tout petit personnage qui doit faire 70 cm. Alors, particularité, ils ont 3 doigts aux mains, bien entendu, et ils ont des paires de côtes, pas du tout comme nous, ils n'ont pas le même nombre de côtes. Et alors, ils ont une grosse tête plus ou moins ronde, des très très longs bras, des grandes mains, et un tout petit corps. Alors, forcément, ça intrigue quelque peu. Au début, tout le monde est sceptique, hein. Aussi bien ceux qui analysent en laboratoire, Thierry Jamin lui-même, de dire est-ce que c'est un trucage, est-ce qu'on essaie d'abuser le monde ou est-ce que c'est réel. Alors le gars certifie qu'il a trouvé des grottes avec tout plein de corps, etc. Et puis il finit par en donner quelques-unes, sur je ne sais pas combien de dizaines qu'il a pu trouver. Et alors on a ce résultat-là. Là, c'est une dame. On les surnomme, les squelettes, un petit garçon, un corps masculin s'appelle Alberto, et la dame qui est là, on voit bien sa tête, c'est un profil de femme, s'appelle Josefina. Ah voilà, un tout petit corps, une tête alors avec des très très grands les orbites oculaires, les yeux fondus comme ça à l'asiatique, hein, et une tout petite taille, hein, c'est moins d'1 mètre. Et alors, un nombre de côtes, j'ai plus le nombre de côtes, mais alors à chaque fois qu'on trouve un squelette, ils n'ont pas le même nombre de côtes. Donc c'est des squelettes très très spéciaux. Alors là, ils apparaissent blancs, on se dit pourquoi ils sont blancs comme ça. Ils sont recouverts d'une poudre faite avec des algues. Donc ils sont blanchâtres, hein, mais c'est pas un trucage. Alors on ne sait pas du tout de quelle année ça date, hein. Et alors là, au milieu, il y a une plaque dans un métal qui est totalement inconnu. Donc le métal est inconnu, il est au niveau du sommet de la poitrine, au-dessus des seins si la dame en question en avait, et on ne sait pas à quoi ça servait parce que ça ne lie pas d'eau, c'est pas le résultat d'une opération. Bon, c'est un truc. Bon, on n'explique pas. Alors là, il n'y a pas le squelette entier. Et puis alors les spécialistes des ovnis, encore une fois, on dit mais on connaît ça par cœur. Quand il y a un visage comme ça, c'est ce qu'on appelle les petits gris dans les peuples ovnis, les peuples de l'espace, quoi. Alors les petits gris, comme leur nom l'indique, ont une peau avée, bien sûr on ne trouve pas leur peau grisâtre, mais ils sont petits, ils font 60 cm, 70 cm, etc. Et ils ont un visage ovale à peu près de ce sens-là, de cet aspect-là. Alors hurlement indescriptible de la communauté scientifique en disant que c'est totalement bidon, c'est truqué tout passe. Mais alors on imagine mal le truqueur. Parce que le truqueur, il faut qu'il invente des squelettes, il faut qu'il invente des têtes comme ça, mais il y en a toutes sortes, hein. Il y en a des petits, des moyens, des mâles, des femelles, etc. Il y en aurait plusieurs dizaines, hein. Voilà, avec des particularités anatomiques non humaines, hein, il faut bien le dire, et il y en aurait toute une grotte entière. Donc, j'allais dire l'escroc serait très très doué, et pour abuser qui et abuser quoi, on ne sait pas trop, donc le mystère reste entier, on ne va pas le trancher, hein, aujourd'hui. Alors il y en a qui ont des plus longs coups, etc., des tout petits bassins, des tout petites jambes. Bon, visiblement, ce n'est pas des humains. Si les squelettes sont réels, ils ne correspondent pas à des humains. Alors, autre hypothèse qui ne ferait pas intervenir de peuples de l'espace, c'est qu'il y aurait une population qui se serait amusée à des manipulations génétiques. Faisant des manipulations génétiques, ils auraient bien sûr eu une autonomie différente en sectionnant dans l'ADN des morceaux. Alors, on a des petites jambes, une grosse tête, voilà, des très longues mains totalement disproportionnées par rapport au corps. Comment est-ce possible? Et à quelle époque ça date? Alors, si on se dit, allez, je vous dis au hasard, 5000 ans avant Jésus-Christ, 20 000 ans avant Jésus-Christ, qui a pu faire le trucage? Et si c'est récent, là, les dernières années, alors je crois que ça a été trouvé il y a 5-6 ans. À la fin des années 2000, là, c'est 2000 et quelques, on se dit
comment le trucage a pu être fait. S'il est fait, c'est un génie, le type qui fait le trucage. Bon, on en est là. Moi, je ne donne pas de réponse pour autrui, parce que j'en sais pas plus que ça. Je signale le fait, parce que bon, c'est quand même très, 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 très surprenant. Hein, mais enfin, ça mérite d'être signalé, parce que bon, c'est en gros la chose la plus à la mode actuellement. Hein, c'est cette histoire des momies tridactyles, là. On attend d'autres découvertes, hein. On attend d'autres analyses, etc., etc. Alors, dernière question. Si je retrouve mon papier. C'est: y a-t-il un rapport entre les conceptions astrales de ces Incas et pré-Incas et la fin des temps? Alors, oui, bien sûr, vu la théorie, enfin théorie, c'est pas une théorie, c'est une croyance dure comme fer pour eux. Pareil pour les Mayas, c'est la théorie des 5 soleils, des 5 âges, et que finalement le 5e âge, c'est le dernier, et que donc, on n'en a plus pour longtemps. On voit bien qu'il y a ici, bon, des civilisations qui existent et qui sont balayées par des phénomènes naturels gigantesques qui les éliminent. On arrive sur l'œil d'or, ben c'est très beau, mais c'est les Incas, mais c'est la fin, c'est le dernier cycle. Voilà, toujours détruit. Les civilisations sont complètement détruites, donc l'univers est renouvelé, donc on tombe dans la théorie cyclique où on dit que, toujours selon la précession des équinoxes, les cycles de 26 000 ans, selon telle ou telle conjonction entre telle étoile dans le ciel, etc., eh bien, à une certaine période, les civilisations sont détruites ou la Terre subit une catastrophe naturelle d'ordre planétaire. Hein. Et donc on en est là, donc on sait que les Incas, c'est sûr et certain, par les légendes, connaissent la précession des équinoxes, faisaient des calculs astronomiques extrêmement sophistiqués. On se demande même comment ils faisaient, ça dépasse ce qu'on sait aujourd'hui avec les moyens du bord de l'époque. Nous, on a des télescopes géants, on dit telle étoile se rapproche de telle autre, patati, à l'époque, etc. Donc il y a une conception cyclique du temps. Et bien entendu, quand un 5e soleil, c'est le dernier. Donc, on dit là, il y en a plus pour longtemps. Alors il y a beaucoup d'autres choses qui pourraient croire que c'est faire croire qu'on a une fin des temps, c'est la fin de la civilisation inca elle-même. Parce qu'on dit voilà, on va arriver à la fin des temps, et qu'est-ce qui leur arrive? Ils disparaissent. Bon, et on a vu qu'ils ont disparu dans une drôle de situation. Qu'est-ce qui horripile la tradition primordiale? C'est la division. Or, qu'est-ce qui s'est passé à la fin de l'Empire Inca? Il y avait 2 empereurs en compétition qui se sont fait une guerre civile qui a fait gagner les Espagnols, qui eux ont été un moment en guerre civile. Et vous dites, bon, on est des deux côtés. En fait, il y a une civilisation arrivée au bout du rouleau qui a été éliminée par une autre qui ne vaut pas mieux. Ça s'est passé au XVIe siècle. Le nombre 16 dans la lame des tarots, c'est la tour foudroyée. C'est une des cartes les plus catastrophiques du jeu. On s'est dit, quand on en est là, on sait que c'est la Renaissance, mais qu'à partir de la Renaissance, la décadence cyclique s'est accélérée. Avec tout ce qu'on connaît, hein, on ne revient pas parce que c'est dans d'autres conférences, la Révolution, les empires totalitaires, le stalinisme, machin, truc, puis on arrive à aujourd'hui. Donc on se dit, alors on a un exemple de division, de guerre civile, la guerre. On a vu aussi que quand on passait du dieu Soleil au dieu Mars comme divinité, eh bien, on rentrait dans un cycle plus guerrier. On a ici Soleil de terre qui va éclairer les migrations, c'est l'invasion de peuples étrangers qui, bien sûr, ont fait des massacres, des exterminations et tout ce qui se suit. Bon, on sent bien, on l'a dit tout à l'heure, quand une population perd 4 millions d'habitants sur 8, que visiblement l'apocalypse est là. Je veux dire que le carnage est tel qu'on ne peut pas ne pas le voir. Hein. Alors, aussi quelque chose qui est la fièvre de l'or. C'est-à-dire que cet empire inca a été abattu parce que les Espagnols voulaient à tout prix piller l'or. À des endroits où il y avait des tiges en or entre 2 pierres pour les tenir, ils ont cassé les pierres pour voler les tiges en or.
Bon, quand il y avait des statues en pierre, mais des émeraudes à la place des yeux, casser les statues, arracher. Il fallait tout prendre, tout ce qui était pierre précieuse, tout ce qui était or, alors que pour les Incas, ils avaient une vision de l'or traditionnelle. La vision de l'or traditionnelle, c'est l'or, c'est en rapport avec la brillance, la lumière, le soleil, c'est pour les dieux. Donc on construit un temple en or, c'est pour le dieu soleil, mais nous, on n'a rien. Nous, on n'a pas de bien matériel, on n'a même pas de monnaie, pièce en or. Donc c'est pour ça qu'un Inca, on dit, vous voulez remplir une pièce d'or, portez une montagne, une pyramide d'or, comme ça. En gros, mentalement, on n'en avait rien à faire, sauf que de donner l'or des dieux, c'était peut-être un sacrilège aussi, dans l'autre sens. Hein. Et puis, etc. C'est-à-dire, on pourrait faire un catalogue entier de tout ce qui peut montrer une décadence des temps, pas une décadence de l'Empire Inca, mais une décadence cyclique des temps liés à la précession des équinoxes dans l'histoire Inca. C'est le fait que ce fameux empereur Atahualpa, qui a donc usurpé la place du vrai empereur qui s'est réfugié en province, et il y a eu une guerre civile entre les deux, qui a fait assassiner, l'a raconté tout à l'heure, eh bien lui, il a été sacré, mais comme Cusco, c'était le grand centre spirituel, était contrôlé par les partisans de l'autre empereur, Huascar. Qu'a fait Atahualpa Yupanqui? Il s'est fait sacrer ailleurs. Eh bien, la population inca s'est cassée en deux. En gros, le sacre n'était pas valable. Parce que c'est Cusco, on a vu la légende de fondation, c'est Cusco, le centre sacré, où le fameux bâton en or s'enfonçait dans le sol, et les signes d'élection du territoire. Centre appelé nombril du monde, Cusco, ça veut dire le nombril du monde, donc c'est le centre des centres, etc. Vous faites sacré ailleurs, c'est fini. Quoi. Bon, c'est comme un roi de France qui n'est pas sacré à Reims. Vous dites, je me fais sacré à Figeac, à Angoulême, je dis, ça ne tient pas debout. Donc on a comment dire, une hésitation sur la légitimité. Et forcément, c'est cet empereur-là qui se fait liquider physiquement, qui met fin. Alors si on fait une addition de tout ça, on s'aperçoit que tout est organisé, entre guillemets. Hein. Disons qu'on rentre dans un cycle qui montre cette chose. Alors, mis à part cette période finale, en gros, des deux derniers empereurs, et la période Inca proprement dite, qui est dernière, tout le reste, c'est fabuleux. Bon, on a raconté qu'une toute petite partie, quelques minutes, de l'immense histoire de moins 20 000 ans aux Espagnols, à la conquête espagnole. On pose la question, comment dire, la plus importante, est-ce que ces civilisations andines étaient des civilisations traditionnelles au sens de la tradition primordiale? Eh bien oui, parce qu'ils avaient toutes les caractéristiques. Un sens de l'art, la doctrine des cycles, les observations astronomiques, le culte des morts, l'orientation des monuments par rapport aux astres, etc., etc., le sens de l'unité. Les moments où ils ont cherché une unité par rapport aux divisions, bon, visiblement, même les hiérarchies, c'est-à-dire caste sacerdotale, les grands prêtres, caste militaire, on voit bien qu'à la fin, entre les deux empereurs, c'est caste militaire qui tient avec Atahualpa, contre caste des prêtres qui tient avec Huascar, l'empereur légitime. On voit bien qu'un renversement de la caste militaire contre la caste sacerdotale, ce que dit René Guénon et ce que dit la tradition mondiale. Si on fait la liste, on a, bien sûr, tous les ingrédients que ce sont des civilisations traditionnelles. Hein. Il y en aurait bien d'autres, hein, le respect de la nature, les animaux déifiés, hein, on adorait le jaguar, le condor, hein, le fameux condor, le rapace le plus gros parmi les rapaces, qui symbolise le ciel. Hein. Le puma qui symbolise le mammifère, donc la terre, le serpent, le monde souterrain, il y a toute une hiérarchie avec les animaux symboliques, c'est hallucinant, hein, etc. etc. On n'en finirait pas de faire la liste. La vénération de l'or en tant que corps dédié au soleil et pas à l'homme, etc. Et alors, très très curieusement, la référence au pôle, c'est-à-dire pôle Nord. Alors vous savez que dans la tradition, bien sûr, il y a un soleil visible qui se déplace d'est en ouest, le long de l'écliptique, hein, il se lève à l'est, se couche à l'ouest,
Mais il y a un axe bien plus important qui est l'axe des pôles, qui est l'axe nord-sud, et c'est d'ailleurs l'axe des pôles qui s'oriente selon des étoiles circumpolaires qui fait la précision des équinoxes. C'est-à-dire que aujourd'hui, bon, tous ceux qui suivent mes conférences le savent, hein, on a une étoile de la petite ours qui est l'étoile polaire, mais à un moment c'était une étoile de la constellation du Cygne, à un moment c'était l'étoile Vega, etc. Ben, les Incas, ils avaient calculé ça, avaient accordé une importance énorme à l'étoile Vega. Mais quand l'étoile Vega était l'étoile polaire, c'était je ne sais pas combien de milliers d'années, mais ils avaient déjà fait les calculs. Et puis, alors, quelque chose de très curieux, c'est que le nombre secret des pôles est 111. Vous triplez l'unité, hein. C'est tellement unitaire que vous triplez à l'unité 3 fois. Et à chaque fois, dans des textes ou dans des symboles ou dans des mesures, vous retrouvez un calcul qui donne 111, ça fait allusion au pôle Nord. Et alors, pour avoir une allusion de ce genre, à dire bah, les Incas, ils ont spécialement idolâtré le pôle Nord, il faut aller dans les albums de Tintin et Milou. Alors, ça fait très curieux de parler de Tintin et Milou dans cette conférence, mais vous savez que Hergé a écrit beaucoup d'albums sur tous les pays du monde, puisque vous avez Tintin au Tibet, Tintin en Amérique, etc. Et vous avez, même quand vous avez le titre qui ne fait pas allusion à un pays, l'île Noire, ça se passe en Écosse. Alors c'est toujours des pays très symboliques. Tintin au Tibet, ben c'est le Tibet. Hein, les cigares du pharaon, c'est l'Égypte, hein, tiens, etc. Et il y a 3 albums sur l'Amérique latine. Alors les 2 qui nous concernent aujourd'hui, c'est bien sûr les 7 boules de cristal. Alors très célèbre, hein, cet album, hein, pour ceux qui connaissent les Tintins, mais tout le monde connaît les Tintins. Et puis, le Temple du Soleil. Ah, c'est dans le Temple du Soleil hein, qui a les allusions à ce dont je parle aujourd'hui. Et puis, il y a Tintin chez les Picaros, qui se passe là en Amérique centrale, dans un royaume fictif qui s'appelle le San Théodoros. Bon, je ne reviens pas là-dessus, ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Mais curieusement, Tintin et les Picaros, c'est le dernier album et ça se passe en Amérique latine. Et c'est ces deux-là hein, qui concernent. Alors, on ne peut pas raconter toute l'histoire entière, hein, ça prendrait un nombre d'heures considérable, bien sûr, de raconter. Il n'y a qu'à se reporter aux albums. Hein. Mais en gros, il y a une équipe de 7 savants qui vont faire des recherches archéologiques au Pérou et qui rentrent dans un sanctuaire, bien sûr, secret, et qui volent la momie d'un Inca, qui ramènent à Paris, qu'ils exposent dans une vitrine, et les 7 savants sont atteints de troubles absolument invraisemblables, ils gesticulent pendant la nuit, ils ont des crises d'hystérie, il faut les ligoter, etc. etc. Donc il y a toute une histoire. Bien sûr, la presse révèle la chose, ça vient aux oreilles de Tintin, professeur Tournesol défend bien sûr les savants archéologues, donc avec son pendule, il trouve qu'il faut aller au Pérou. Donc ils vont, toute cette équipe, Tintin, Capitaine Haddock, machin, Tournesol vont aller au Pérou. En fait, bon, c'est plus compliqué dans le détail. Hein. Je ne vous raconte pas parce que c'est pas l'histoire d'aujourd'hui. C'est que le Tournesol va être enlevé, donc il faut aller à sa recherche. Et puis on arrive là-bas. Alors tous les noms sont symboliques. Hein. Le bateau sur lequel il est s'appelle le Pachacamac. Et ben c'est un des noms, des empereurs incas, etc. Et là-bas, on erre dans la jungle. D'abord, on passe par la jungle tropicale, et puis on arrive par un souterrain, puis on tombe dans la salle du trône, bah, où il y a l'Inca, puis paf, on s'étale dans la salle. Bah, c'est un sacrilège, parce qu'on avait passé par l'endroit où sont entreposées les momies, etc. Et résultat de ce sacrilège invraisemblable, eh bien, Tintin, le capitaine Haddock et Tournesol doivent être brûlés. Donc ils sont mis sur des bûchers, ce qui est très curieux, l'Empire Inca qui ne faisait pas vraiment le sacrifice par le bûcher. Bon, mais ça a lieu, et alors dans l'histoire annexe, à un moment, le capitaine Haddock donne un coup de pied dans un journal qui traînait sur un quai,
et en donnant un coup de pied dans un journal, il y avait une brique dedans. Donc il se fait très très mal aux pieds parce que c'est un gag que font les enfants, c'est d'envelopper dans un papier une pierre et quand vous tapez dans ce papier, etc., bah, vous vous faites mal, etc. Et machinalement, mais c'est pour les besoins de l'histoire, Tintin met le papier journal dans sa poche. Et donc quand ils sont emprisonnés dans la prison de l'Inca, eh bien, il déplie le journal et sur le journal, il voit qu'il y a un article qui parle d'une éclipse pour telle date et c'est le jour où ils vont être exécutés. Oh, c'est bon, c'est pour la bande dessinée. Et bon, tout le monde connaît cette histoire. Hein. À un moment, Tintin va dire au soleil, arrête-toi dans ta course, et l'éclipse commence. Tous les Incas ont paniqué à mort, etc. L'empereur tombe à genoux, mais dit au soleil de revenir. Alors lui, au soleil, obéis-moi, reviens au plus vite. Et puis bien sûr, l'éclipse se termine. Ah, ils sont délivrés, ils sont ceci, ils sont cela. Bon, on les reconduit à la frontière, patati patata, et on casse, on met au feu les fameuses statuettes à épingles qui tourmenter ces fameux savants. Donc dans ces deux albums, il faut lire absolument ça. Vous avez tout. Hein. Vous avez l'équipe de savants qui profanent les tombes, vous avez tout un tas de trucs qui font allusion aux civilisations anciennes, etc. Et alors, pourquoi ça fait allusion au pôle? C'est parce que l'Inca en question, celui de la momie qui a été détruite, s'appelle l'Inca Aspar Capac. Et quand vous traduisez les lettres par leur position dans l'alphabet, quel est le total? Avec toutes les lettres, commençant par le L, l'Inca Aspar Capac, eh bien vous avez 111. Est-ce volontaire? C'est totalement volontaire parce qu'à chaque fois qu'il y a des noms très compliqués, ils ont toujours un nombre symbolique et très souvent 111, ça fait allusion à la tradition primordiale. Donc à l'hyperborée, au pôle, ça veut dire que dans l'esprit d'Hergé, la civilisation Inca et pré-Inca se rattache à la tradition primordiale. En gros. Hein. Bon, il y a bien d'autres allusions à ce nombre dans le livre. Hein. Et donc forcément, ça pose un problème. Alors vous avez le livre, tout le monde connaît. Hein. Tintin, le temple du soleil, voilà comment ils arrivent dans le souterrain où il y a les momies des empereurs incas. Vous voyez comment elles sont dans leur tissu et ligotées, enveloppées avec le diadème royal. Hein, c'est une sorte de couronne avec des plumes. Et derrière, vous avez le fameux portique trapézoïdal. Ils vont s'appuyer dessus, ça va tomber. Ils vont tomber dans la salle du trône, vous voyez, ici. Alors, vous retrouvez, vous voyez, les pierres jointes à la perfection. Le fameux emblème de Viracocha sur la porte du soleil, l'empereur, la salle du trône, etc. Les Incas. Bon, on voit bien que Hergé s'est superbement documenté sur cette histoire. Il n'y a rien dans l'album qui ne soit conforme à l'histoire et à l'archéologie. Hein. Sauf une chose. Là, on voit le soleil, disparaître le soleil, on veut dire. Alors, une chose qui est très bizarre, c'est pourquoi les Incas se sont fait avoir par cette histoire d'éclipse, alors qu'ils connaissaient très bien l'éclipse. Alors, bon, on dira c'est pour l'album, il fallait bien que Tintin s'en tire, on a inventé l'histoire d'éclipse, mais il y a mieux, on pense, les interprètes de Tintin pensent qu'en fait l'empereur et la caste sacerdotale savaient très bien qu'il y avait des éclipses et savaient que l'allusion à l'éclipse était bidon. Mais ils ont joué le jeu. En gros, ils se sont aperçus que Tintin était bon. Les grands prêtres ont dit, écoutez, c'est pas un humain comme les Espagnols. Lui, il a sauvé un gamin dans l'histoire qui s'appelle Zorino. Il était martyrisé par un type. Tintin l'a défendu. Il dit, celui-là, il est bon. Alors, il n'a pas fait exprès de tomber dans la zone des tombeaux, etc., etc. Et il y aurait une allusion, une phrase qui le dit dedans, c'est que le tournesol parle à un moment. Il dit, on voit bien que tout ça, c'est un théâtre. C'est bien la prise de vue, etc. Donc, ils ont joué un rôle, etc. Bon, je vous passe tout le reste, parce qu'on n'en finirait pas. Sinon que les Dupont continuent à chercher le tournesol dans le monde avec leur pendule, et comme par hasard,
ils passent au Groenland, ils passent au Sphinx d'Égypte, ils passent au Tibet, ils vont partout, oui, il est par là, ils font toutes les zones rattachées à la tradition. N'est-ce pas extraordinaire? Bon, et voilà, on arrête là.